L'horreur en Belgique après les aveux de Marc Dutroux. 2 fillettes ont été retrouvées mortes, 2 adolescentes sont toujours recherchées. L'attente dans l'église Saint-Bernard pour les sans-papiers, le gouvernement réaffirme sa fermeté. Lionel Jospin pour le PS sera notre invité dans ce journal. Les attentats en Corse, les troubles en Jordanie, la moisson de médailles françaises aux Jeux paralympiques d'Atlanta et Le Bel Été, le film de Christian Challonge. Nous en parlerons avec Claude Rich et Hippolyte Girardot à la fin de ce journal. Bonsoir messieurs. Madame, Monsieur, bonsoir. La Belgique est sous le choc après les aveux de Marc Dutroux et de ses complices. Les corps de 2 fillettes de 8 ans ont été retrouvés hier soir dans le jardin d'une de ses maisons près de Charleroi. Il a également avoué l'enlèvement l'été dernier de 2 adolescentes que l'on espère encore vivantes. Mais les enquêteurs belges poursuivent leurs recherches et leurs fouilles. Bertrand Coq. Cet après-midi, les pelleteuses de la gendarmerie sont à nouveau entrées en action et la Belgique retient son souffle. Ces nouvelles recherches se déroulent au sud de Charleroi dans une villa propriété d'un ami de Marc Dutroux. Elles font suite aux tout derniers aveux du pédophile, à savoir l'enlèvement l'été dernier à Ostende de 2 jeunes filles, Anne et Effieux. Depuis mardi dernier et l'arrestation de cet homme de 39 ans, de sa femme et de son complice le lièvre, les Belges sont passés du soulagement à l'horreur absolue. Dans un premier temps, Dutour reconnaît détenir 2 adolescentes, Sabine et Laetitia, chez lui, dans une cache qu'il révèle aux policiers. Les fillettes sont vivantes et immédiatement rendues à leur famille. Toutes les 2 ont été abusées sexuellement. Laetitia, la plus grande, dont l'enlèvement le 9 août dernier avait déclenché l'enquête policière et abouti à l'arrestation de Dutroux, n'a passé que 6 jours derrière ses murs. Mais Sabine, la plus petite, y était séquestrée depuis 2 mois et demi. Elle savait plus ce qu'elle faisait, elle dit que je vais éclater, je ne sais plus ce que je fais, je ne reverrai jamais ma famille et tout ça. Enfin, je lui disais si, moi, mais des fois, j'y pensais pas non plus. Mais Dutroux a fait pire. Interrogé sans relâche, l'homme craque une 2e fois. Il mène les enquêteurs dans son jardin et là, sous 3 mètres de terre, les policiers vont trouver 3 corps. Les restes de Julie et Mélissa, 2 petites filles de 8 ans, disparues depuis juin 1995. Le 3e cadavre est celui d'un homme, un complice, que Dutroux avoue avoir tué et qu'il accuse de la mort des fillettes. Julie et Mélissa seraient mortes de faim, oubliées dans une cave, tandis qu'il était en prison. Il faut savoir que le 6 décembre 1995, Dutroux a été arrêté à la suite d'une affaire de règlement de compte avec d'autres complices dans une histoire de vol qualifié. À ce moment-là, Dutroux aurait chargé le lièvre de s'occuper des gamines. Quand il est sorti de prison, le lièvre ne s'en était pas occupé. Les gamines étaient mourantes. Et voilà. Ce soir, au terme de 3 jours d'insoutenables révélations, la Belgique réclame justice. L'homme montré du doigt, c'est l'ancien ministre de la Justice, justement. Aux yeux de l'opinion publique, il est responsable d'avoir autorisé la libération conditionnelle du violeur Marc Dutroux en 1992. Oui, l'affaire provoque une immense émotion en Belgique, d'autant, vous venez de l'entendre, que Marc Dutroux avait déjà été condamné pour des faits similaires et qu'il était sorti de prison 3 ans après sa condamnation. Les peines incompressibles n'existent pas en Belgique comme en France et déjà des voix s'élèvent pour qu'elles soient instituées. En Belgique, le reportage de nos envoyés spéciaux Mathieu Huchet et Elsa Palot. Un bouquet à la main, souvent en famille, des milliers de Belges ont descendu aujourd'hui cette petite route pour s'arrêter devant la maison de Mélissa. Amassés devant le portail, chacun voulait à sa façon partager la douleur des parents. J'ai une fille de 11 ans, je ne sais même plus la laisser traverser la rue de chez moi. Tellement j'étais comme ça, à cause d'un salopard pareil, excusez mon expression, mais il y avait pire que ça. Pour les parents de Mélissa et de Julie, après 14 mois d'attente et de recherche, le temps est venu de dénoncer le travail des enquêteurs et le laxisme du gouvernement belge. Car l'information capitale, c'est que notre petite Julie et notre petite Mélissa étaient toujours vivantes en mars 96. C'est ce que nous clamions depuis leur enlèvement 9 mois auparavant à nos enquêteurs qui n'y croyaient pas. C'est la pédophilie qui a tué nos filles. Mais également l'incroyable magnanimité que lui manifestent ceux qui ont pour mission de protéger nos enfants.
Quand M. Wathelet, ministre de la Justice à l'époque, a signé l'acte de libération conditionnelle de Marc Dutroux, il signait en même temps le drame que nous vivons. Les communiqués qui ont été faits, les parents refuseront d'en appeler au rétablissement de la peine de mort et se retireront en silence. Mais du côté du public, le chagrin et le recueillement laissent alors place à la colère et à la vengeance. La peine de mort est trop douce pour eux. À quoi bon laisser vivre des monstres ici? Laisser souffrir des enfants qui n'en peuvent rien? Des jeunes? Oh, j'en peux plus. On est frustrés. Alors que les fouilles continuaient toute la journée dans le jardin de Marc Dutroux à Sarre-la-Buissière, des passants, ici aussi venus par centaines, témoignaient de leur tristesse à coups de pétition. Alors Thierry Tuillier, vous êtes sur place. Où en est-on ce soir des recherches et puis des fouilles? Écoutez, ici où l'émotion est encore très importante, comme vous pouvez le voir avec toutes ces fleurs, eh bien, les enquêteurs ont suspendu les fouilles. Il y a un peu plus d'une heure, un convoi de camions de la protection civile a quitté la propriété de Marc Dutroux. Il n'y a eu aucune nouvelle découverte macabre, donc pas de résultats nouveaux ce soir, pas plus d'ailleurs que dans les 5 autres propriétés de Marc Dutroux que Marc Dutroux possède. Alors les enquêteurs se sont contentés ce soir d'indiquer qu'ils souhaitaient que la presse leur laisse faire le travail, tranquillement, un travail qui s'annonce particulièrement difficile. Les fouilles devraient reprendre dès demain. Mais est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver les 2 adolescentes enlevées il y a maintenant 1 an, de les retrouver vivantes? Écoutez, faute de certitude et puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles découvertes, eh bien oui, il y a encore de l'espoir. D'ailleurs, c'est le procureur royal du sud de la Belgique qui a apporté ces quelques précisions, disant que les 2 filles qui ont été kidnappées il y a un peu plus d'1 an dans le nord de la Belgique pourraient être encore en vie et peut-être même seraient-elles détenues en dehors des frontières belges. Alors ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs continuent de privilégier l'hypothèse d'un réseau pédophile dont les ramifications s'étendraient dans toute la Belgique bien sûr, mais également à l'étranger. Merci Thierry. Et puis l'enquête reprend en Grande-Bretagne sur le meurtre de Caroline Dickinson. Les gendarmes français devraient interroger demain des camarades de l'adolescente qui se trouvaient avec elle dans l'auberge de jeunesse de Plaine-Fougère quand elle a été assassinée. À Londres, Jacques Cardoz. 34 filles, 5 garçons, tous défileront dans cette chambre à partir de demain. Chacun leur tour, ils devront réexpliquer aux policiers ce qu'ils savent de leur voyage en Bretagne et de cette nuit où Caroline Dickinson a été tuée. Les séances seront filmées, enregistrées, les interrogatoires devraient durer 3 semaines et des psychiatres pourraient assister les enfants. Enfin, une machine traduira simultanément leurs propos. Mais en Grande-Bretagne, personne n'imagine que l'auteur des faits puisse être du pays. Ce matin, un hebdomadaire croit savoir que Caroline a peut-être été victime d'un tueur en série. Mail on Sunday ajoute que 3 adolescentes étrangères ont fait l'objet d'agressions dans la région de Saint-Malo. Mais cela n'a pas été confirmé officiellement, même si au collège de l'une de ces 3 filles, on prend l'information au sérieux. Nous prenons ces affirmations au sérieux. Nous sommes déterminés à savoir afin que les parents puissent laisser voyager leurs enfants en toute sécurité. Les 5 enquêteurs français devraient interroger cette jeune fille à l'origine de ces nouvelles informations, mais cela est encore considéré comme une rumeur. Un nouvel attentat en Corse contre un bâtiment de l'Assemblée à Ajaccio. Une charge de 2 kg de plastique a été lancée au-dessus du mur. Des dégâts matériels relativement importants pour cet attentat qui n'a pas été revendiqué. C'est la 4e action de ce type en une semaine contre des édifices publics. Et puis attention, si vous devez prendre le train dans le sud-est, le trafic est fortement perturbé sur les lignes régionales. En revanche, les trains TGV et les grandes lignes circulent normalement. L'attente se prolonge dans l'église Saint-Bernard à Paris où les 300 papiers sont persuadés d'être expulsés d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, après 51 jours d'occupation, c'est au tour d'Éric Raoult, le ministre délégué à l'intégration, d'apporter son soutien à la politique de fermeté suivie par Jean-Louis Debré. Françoise David. Les 10 grévistes de la faim réfugiés dans l'église Saint-Bernard avaient vécu la nuit dernière dans l'angoisse d'une intervention policière qu'ils pensaient, comme tous les autres sans-papiers, imminente. La journée de dimanche s'est finalement déroulée dans le calme pour ces 300 Africains, l'occasion pour des anonymes de témoigner leur solidarité. Encore une couverture, ça peut servir. Je viens porter pour les enfants et puis pour les aider, parce que je suis un peu contre la loi Passoire. Et voilà.
La loi Pasqua a pourtant ses défenseurs et Jean-Louis Debré apparaît bien déterminé à l'appliquer. Le ministre de l'Intérieur, lui aussi, a reçu ce week-end des messages de solidarité, ceux d'Alain Juppé et d'Éric Raoult, ministres délégués à la ville et à l'intégration. Nous devons avoir une réponse qui soit une réponse forte, mais qui soit aussi une réponse humaine à l'ensemble de ces situations. Si nous voulons réussir l'intégration, il faut stopper l'immigration. Et si nous voulons apaiser les problèmes de ville, nous devons aussi être attentifs qu'on ne peut pas surcharger la barque de plus en plus. Comme tous les jours, les médecins du SAMU ont examiné les grévistes de la faim. Ils les ont trouvés affaiblis, mais bien déterminés à poursuivre leur action. Lionel Jospin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de votre bureau de la rue de Solferino. Alors que faut-il faire, à votre avis? Faut-il céder et régulariser les sans-papiers ou bien au contraire poursuivre sur la voie de la fermeté? D'abord, je ne comprends pas l'attitude du gouvernement dans cette affaire. Je ne comprends pas que ces familles puissent être encore dans cette situation au bout de 5 mois. Le rôle d'un gouvernement, c'est de régler des problèmes de ce type. Et la question n'est pas soit de tout accepter, soit de tout refuser. Entre le refus complet et l'acceptation, il y a un espace qui s'appelle la négociation. Et c'est ce que devrait faire le gouvernement. Donc c'est ce à quoi je l'appelle. Il y a des hommes qui sont en situation de grève de la faim, donc qui sont menacés dans leur vie, dans leur intégrité. Il y a une détresse des familles. Il y a aussi l'image de mon pays, l'intérêt de mon pays. Je crois que ce n'est pas bon qu'il y ait un bras de fer médiatique entre le gouvernement et ces familles dans la détresse. Et donc il est temps de reprendre la voie d'un dialogue pour trouver des solutions. Il ne s'agit pas de régulariser tout le monde, il s'agit d'examiner selon des critères qui ont été fournis par les gens qui se sont interposés, de fournir des critères et de tenir compte des situations humaines. Alors sur l'image du pays justement, Jean-Louis Debré et Alain Juppé sont exprimés tous les deux ce week-end dans des interviews à la presse écrite et tous les deux insistent sur le fait que l'image qu'on envoie aux candidats à l'immigration, voire à l'immigration clandestine, cette image est importante et que céder, même partiellement, inciterait les gens à immigrer de façon plus importante. Alors je crois que les clandestins qui peuvent être candidats à venir en France en situation d'illégalité et de clandestinité, ils ont largement reçu des messages, et pas simplement depuis 3 ans, de la part de la France. La France veut empêcher ou limiter l'immigration clandestine. Je crois que le gouvernement fait un amalgame. Et pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent bien, il faut dire qu'en France, il y a d'abord des étrangers en situation régulière, européens ou non européens, qui sont quelques millions. Il y a des clandestins, effectivement. Par définition, on ne peut pas connaître exactement leur nombre. Ils sont entre 200 000 et 400 000. Et puis, il y a cette catégorie de quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas des clandestins, qui sont des sans-papiers, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont passé souvent plusieurs années sur notre territoire, qui étaient en situation régulière et qui ne le sont plus parce que la législation a changé depuis les lois Pasqua-Meignery. Donc, Monsieur Jospin, est-ce que l'approche du Parti socialiste a changé elle aussi? Parce qu'on se souvient de ce qu'a fait la gauche quand elle est arrivée au pouvoir en 80-82, en régularisant des clandestins. Et puis la politique a changé. On est même arrivé jusqu'à faire des charters plus tard. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous a trouvé relativement discret sur cette affaire depuis le début? Vous savez, le 10 juillet, dans ce même bureau, c'est-à-dire il y a plus d'1 mois maintenant, je recevais une délégation de ces sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Les socialistes, avec Daniel Vaillant, dans le 18e, sont au premier rang. Ils assument, ils n'y viennent pas, ils n'y passent pas, ils y vivent et ils y affrontent les réalités autour de la mairie du 18e, avec les moyens qui sont les leurs, parce que la mairie de Paris n'aide pas. Quant à notre position, là encore, je reviens, vous-même, vous faites la confusion et l'amalgame. Nous sommes contre l'immigration clandestine et en particulier contre le travail clandestin. Là, il s'agit d'une catégorie particulière d'hommes et de femmes, par exemple, parents étrangers d'enfants français, qui normalement ne peuvent pas être régularisés depuis la loi Pasqua et dont le gouvernement lui-même a admis que c'était une solution impossible, puisqu'il a procédé lui-même à des régularisations contrairement à la loi, c'est-à-dire sans appliquer ses propres lois. C'est-à-dire on commence à se rendre compte que les lois Pasqua, dans certains domaines, créent des situations de non-droit, non pas pour des clandestins, mais pour des hommes et pour des femmes qui étaient en situation régulière et qui ont pris le risque
y compris des risques pour leur vie aujourd'hui ou pour leur santé, qui ont pris le risque de dire « nous ne voulons pas être dans la clandestinité, nous voulons pouvoir être avec nos époux, nos épouses ou nos familles ». Alors il s'agit d'une population extrêmement réduite, il ne s'agit pas de la population clandestine en France. Si vous n'expliquez pas ça à ceux qui nous écoutent, on ne peut pas comprendre l'enjeu de la situation actuelle. Je crois qu'on vous aura compris, Monsieur Jospin. Simplement tout à fait autre chose, oui, si vous voulez bien. Attendez, il va nous rester très peu de temps. Si le gouvernement était sûr de ce bon droit, de son bon droit, il n'aurait pas laissé cette situation se créer depuis 5 mois. Il ne peut pas assumer, il tient un discours pour un certain électorat, mais il ne peut pas assumer lui-même sa politique. Alors on a cette situation, mais il faut en sortir. Et donc, pour être concret, moi je fais une proposition. J'ai déjà dit il y a 2 jours que le gouvernement devrait reprendre contact avec le collège des médiateurs. Si ce collège de médiateurs, formé d'un ancien ambassadeur comme M. Essel, d'un ancien amiral comme M. Sanguinetti, de très grands résistants comme les Aubrac par exemple, de grands juristes, si ce collège de médiateurs il ne lui convient pas tout à fait, alors qu'il cherche un médiateur, par exemple le médiateur de la République, M. Pelletier, ou bien M. Jean Kahn, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme en France, institution officielle. Mais qu'on trouve une solution par la négociation, à vous entendre. Hein. Voilà, exactement. Ce que vous prenez ce soir. On ne régularisera pas tout le monde, mais on régularisera un certain nombre de cas, on fixera des critères et on sortira de cette situation dangereuse pour des personnes et qui n'est pas bonne pour l'image de mon pays et pas non plus bonne pour l'image de ce gouvernement. J'aurais simplement voulu qu'on parle un petit peu de la rentrée sociale qui s'annonce chaude, donc en 2 mots, parce que le temps oui, je le comprends, il en reste très peu maintenant. C'est l'analyse que vous faites aussi, la rentrée chaude. Vous avez l'impression que M. Juppé, que la politique suivie par M. Juppé n'est pas la bonne? Je ne prends pas la température des rentrées avant qu'elles se soient produites. Et donc, ces thèmes, rentrée chaude, rentrée pas chaude, je n'en sais rien. Ce que je peux dire, simplement, c'est que, à l'évidence, la politique de M. Juppé échoue sur le plan économique et social. Je suis d'ailleurs frappé d'une chose, c'est que ce gouvernement, il invoque la fermeté. En réalité, il n'est pas ferme, il est raide. Il est rigide. Et on trouve la même attitude face aux sans-papiers, c'est-à-dire qu'on laisse un conflit se pourrir pendant 5 mois. La même attitude face au conflit social en novembre et en décembre. On refuse la négociation, le mot même de négociation, et on trouve la même attitude dans le domaine de la politique économique et sociale, alors que le chômage augmente, alors que la consommation stagne, alors que la croissance faiblit, le gouvernement s'entête dans la même politique. La rigidité n'est pas la fermeté. Un gouvernement ferme est un gouvernement souple. Merci à vous, Monsieur Jospin. On aura bien sûr l'occasion, d'ici la rentrée et à la rentrée, de revenir à toutes ces questions avec vous et avec d'autres. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. En attendant cette rentrée sociale et politique, Jacques Chirac se repose au fort de Brégançon. Ce matin, avec son épouse, il s'est rendu à la messe, comme à son habitude, à Bormes-les-Mimosas, mais sans faire aucune déclaration. Alain Juppé est attendu au fort de Brégançon le week-end prochain pour 2 jours, qui s'annoncent être 2 jours de travail. Dans l'espace, Claudie André-Deshaies a rendez-vous avec Mir demain. D'ici là, tout va pour le mieux. Elle est même en pleine forme. Jean-Claude Alanic. Le bonheur pour Claudie André-Deshaies. Son premier geste dans l'espace a été pour jouer avec son nounours fétiche. Puis aujourd'hui, Claudie s'est mise au travail avec les scientifiques du CNES de Toulouse qui l'ont trouvée en pleine forme. C'est toujours aussi étonnant de la voir à l'aise. Déjà hier pour le lancement, je crois que tout le monde était très étonné de la voir aussi souriante et détendue. Et visiblement, elle est toujours très très sereine et la voix était parfaitement claire et décontractée. Maintenant, les 3 cosmonautes à bord du Soyouz ont quitté leur scaphandre et se sont installés dans le module de vie de la capsule spatiale. C'est là qu'ils travaillent et qu'ils se reposent. Pendant encore 24 heures, ils vont tourner en orbite autour de la Terre, un tour complet toutes les 90 minutes, puis le Soyouz va se rapprocher peu à peu de la station Mir, située à 400 km au-dessus de nos têtes. Après l'arrimage, Claudie André-Deshaies retrouvera dans Mir un équipage qu'elle connaît bien, les 2 Russes avec qui elle reviendra sur Terre, et une autre femme, l'astronaute américaine Shannon Lucid, qui est déjà depuis 5 mois dans l'espace. Le rendez-vous entre Soyouz et Mir aura lieu demain, en fin d'après-midi.
Dans une interview au Figaro, François Fillon, le ministre délégué chargé de l'espace, laisse entendre que cette mission franco-russe pourrait être la dernière. Les vols de courte durée, dit-il, sont dépassés. Des discussions sont en cours avec les Russes pour des vols spatiaux de très longue durée, de 6 mois ou plus. Aux États-Unis, le milliardaire texan Ross Perot tente sa chance pour la deuxième fois dans la course à la Maison-Blanche. À la tête de son parti de la réforme, il avait obtenu près de 19% des suffrages il y a 4 ans. Il sera donc à nouveau candidat, alors que l'écart se resserre entre Bill Clinton et le républicain Bob Dole. Selon les derniers sondages, il n'est plus que de quelques points. Les autorités de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif se trouvent confrontées à un problème peu ordinaire. Des familles de tziganes représentant 80 personnes se sont installées sur le parking de l'hôpital où elles campent en attendant qu'un de leurs enfants en ait terminé avec les soins qu'il suit à l'hôpital. Mais ce camping sauvage ne plaît pas à tout le monde. Nathalie Moisan et Patrick Deschmecker. Ils ont tous prié pour Michael. Pour être près de lui, ses parents, ses oncles et cousins tziganes sont installés depuis 4 jours sur le parking de l'hôpital. Michael, 9 ans, atteint d'un cancer, les a rejoints cet après-midi après une semaine de traitement. Et tant qu'il ne sera pas tiré d'affaire, ses proches ne bougeront pas. Tant qu'on ne trouve pas une place, on restera ici. Hein. Dès que le maire il bouge, on bougera aussi. Et de séparer, c'est pas bien. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Et c'est pour ça qu'il a le moral, Michael. À l'appel des parents, la famille est accourue de partout. Installée d'abord au pied de ces châteaux d'eau, elle a été expulsée jeudi. Et demain, au plus tard, l'hôpital souhaite qu'elle quitte le parking pour des raisons de sécurité, mais aussi d'hygiène. La commune, déjà sollicitée il y a 4 ans lors de la première hospitalisation de Michael, ne possède pas de terrain disponible. Pour quitter le parking de l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, le maire a pourtant ses solutions. Les solutions, j'en ai 2. Une partie du immense parking d'IGR peut accueillir 6 caravanes, ça a négocié avec la famille de Metter, je participerai financièrement. Ou alors le terrain à 200 mètres, propriété du ministère de l'Intérieur. Donc la balle est dans le camp d'IGR, du ministère de l'Intérieur, mais il est dans mon camp parce que je suis prêt à négocier sur ces 2 sites quelle est la participation de la ville pour accueillir 6 caravanes. Le problème de l'accueil des gens du voyage se pose donc une nouvelle fois, malgré la loi de 90 qui impose à toute commune de plus de 5000 habitants de prévoir une aire d'accueil. En attendant la décision des autorités, le petit Michael poursuit son chemin sur la voie de la guérison. Un professeur d'anglais de Dax est ce soir dans le coma, un coma irréversible selon ses proches. Il aurait été agressé par 2 individus dont un ancien élève. Les 2 hommes ont été écroués. La voile avec la 2e étape de la solitaire du Figaro et la victoire sur le fil malgré l'absence de vent de Jean Le Cam, Cécile Géraud et Yves Ginca. Il a attendu 120 heures, il a attendu le dernier souffle pour enfin lever les bras sur la ligne d'arrivée. Dans l'enfer, des calmes blancs dans une mer d'huile lisse comme une nappe cirée, Jean Le Cam a bien cru qu'il ne gagnerait pas. À 8000 de l'arrivée, pétole total. Je mouille, tout le monde revient. Nouveau départ, je dis bon là c'est baisé, j'en ai marre. Moi je l'ai touché l'air plus tard, mais beaucoup plus fort et plus refusant. Et là je suis parti comme une balle, comme un boulet de canon. Et du coup, Jean Le Cam reprend la tête du classement général à Michel Desjoyaux, 7e à plus de 30 minutes. Marc Guessard, champion du monde de First Class 8 et 2e, heureux d'arriver enfin après la plus longue étape de l'histoire du Figaro. Il y a eu des moments où on se dit mais attends, qu'est-ce que je fais là, mais on se dit mais faut pas penser au résultat du tout, quoi. Parce que justement sinon on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Ce soir, il manque encore 20 concurrents à l'appel. Ceux-là n'auront que 24 heures pour souffler avant le prochain départ pour l'Espagne. Et dans la Transat Québec-Saint-Malo, Loïc Perron est attendu lundi matin avec à la clé, et si tout se passe bien, un nouveau record de la traversée. Les Jeux paralympiques à Atlanta et la moisson de médailles françaises, déjà 5 médailles d'or qui placent la France en tête du palmarès des nations. Laurent Frédéric Bollet. À Atlanta, pour la France, c'est la moisson de médailles qui continue. À Atlanta, Béatrice Hess n'a pas raté le rendez-vous de ses 3e Jeux paralympiques. À Atlanta, elle a encore gagné une médaille d'or, c'est sa 6e. Béatrice, c'est la reine du 200 mètres 4 nages. 4 nages à la force de 2 bras, car ses jambes n'ont plus de réaction. Béatrice est paraplégique depuis son adolescence. Ça ne l'empêche pas de battre des records du monde. À 35 ans, Béatrice, l'Alsacienne, a trouvé dans la natation le moyen de s'exprimer, de montrer tout ce dont son corps est malgré tout capable.
En tandem sur piste, la force des bras et des jambes ne manque pas. Mais pour Patrice Saint-Martin à l'arrière, c'est la vue qui fait défaut. Ça ne l'empêche pas, en compagnie de Thierry Gintran, de battre aussi un record du monde sur le kilomètre. Avoir une jambe en moins n'empêche pas non plus de sauter 1,92 m. C'est le Chinois Bin qui réussit cette incroyable performance. Nouveau record du monde là encore. Les Jeux paralympiques, c'est aussi plus vite, plus fort, plus haut. L'équipe de France de basket affronte ce soir celle des États-Unis. Inutile de dire que les Américains sont favoris, même si les Français ont battu la Suède avant-hier et s'ils se sont très rapidement mis à l'heure américaine. À Atlanta, le reportage de Christophe Duchiron et Frédéric Basile. À Atlanta, ils ont trouvé la bonne adresse. Pour les basketteurs, vous allez me dire, c'est conseillé. Quand on joue, mieux vaut mettre tous ces ballons dans le même panier. Aux États-Unis, au royaume du basket de rue, les Français sont rois, les rois du bitume. Hier, il n'y avait pas de match, alors ils se sont entraînés en s'amusant. L'équipe de France de basket fauteuil, médaille de bronze à Barcelone il y a 4 ans, une équipe de barjots sympathiques qui ne manque ni de caractère, ni de personnalité. Hors du terrain, c'est comme un vieux couple, hein. On se tape dessus, mais le jour J, ben, on est là, quoi. On est tous là, hein, main dans la main, du moins pour ceux qui en ont, quoi. Mais c'est vrai que dans les moments forts, on se retrouve tous. Les moments forts, c'était contre la Suède, le premier match des éliminatoires. Contre la Suède, ça tombe parfois dans le panneau et ça finit souvent dans le panier. 57-51, une victoire dans un stade de 20 000 places, devant 3500 personnes. C'est déjà pas mal, mais au pays du basket, on attendait plus. Le sport est fait de rencontres, et il y a des rencontres surprises que l'on n'oublie pas. 5 Américains qui marchent et 5 Français qui roulent. Un terrain, un ballon, une seule passion et un seul objectif, le cercle rouge. Sous les paniers, les plus impressionnés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je les ai trouvés vraiment bons. Il y a beaucoup de passes. Quand vous jouez contre des gars comme ça, vous vous rendez mieux compte. Ils sont très bien organisés. C'est le même basket. Le basket, c'est le basket. Ils jouent vraiment bien. Pour les Français, ce n'est qu'un au revoir. Ce soir, ils retrouvent d'autres Américains pour un vrai match en fauteuil. Un match à armes égales au pays du basket. Le surf à la Cano, l'une des places incontournables de la discipline en Gironde, sauf quand les vagues viennent à manquer. Christelle Bertrand et Guillaume Foutra. D'habitude, le surf, c'est ça. Mais à la Cano, depuis 3 jours, le surf, c'est plutôt ça. Sans vagues, les surfeurs se rincent l'œil devant l'écran géant, alors quand les éléments ne veulent pas se déchaîner, ce sont les surfeurs qui se déchaînent sur leur planche. Mais là, c'est pour la bonne cause. Vous faites là? Eh bien, je manifeste pacifiquement pour la protection de l'océan. 1000 surfeurs alignés pour dire que l'océan n'est pas une poubelle. Face à l'Atlantique, la manifestation est pacifique, sans faire de vagues. Ils revendiquent une façon de vivre. L'esprit surf, c'est être en harmonie avec la nature. Et pour cela, avoir un minimum de respect par rapport aux vagues, à l'océan, à tout ce qui nous entoure. Parce que c'est la nature qui est la plus forte. La preuve, c'est que la Cano n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas de vagues. Parce que c'est encore elle qui est la plus forte. Donc respectons-la, quoi. Sur la plage, le surfeur est reconnaissable. Il a sa planche sous le bras, c'est tout. Les nombreux sponsors sont là pour en faire un phénomène de mode, mais les stéréotypes des cheveux longs, des lunettes jaunes et des shorts à fleurs sont dépassés. De toute façon, aujourd'hui, avec une mer aussi calme, il n'y a qu'une seule tenue qui leur colle à la peau, le maillot de bain. Voilà, et puisqu'on y est, Le Bel Été 1914, c'est le nouveau film de Christian de Challonge, un beau film. Nous en parlerons dans un instant avec Claude Rich et Hippolyte Girardot qui sont avec nous. Mais d'abord, le film vu par Pascal Deschamps. Les concerts, c'est toujours un peu trop long, un peu trop ennuyeux. Il y a longtemps que je n'avais pas eu le plaisir d'être en votre compagnie. Ne vous fiez pas aux apparences, il y a beaucoup d'ironie dans ce bel été. Bien sûr, il y a le soleil et les goûters en plein air, mais sur les vacances de ces Français oisifs, planent de sourdes menaces, et pas seulement celles des averses de fin d'après-midi. Ah, ne me touche pas, ne profite pas pour me toucher. Je suis ton mari, Paulette, je suis pas un violeur. Quand des couples se déchirent, de nouvelles idylles se nouent. Adultes et enfants feront au cours de cet été-là l'expérience du mensonge et de l'hypocrisie. L'amour dans des lits. Viens. Viens là, c'est bon dans l'eau.
Et quand certains ont enfin le courage de vivre leur passion, c'est pour découvrir l'impossibilité de concilier les usages et les sentiments. Vous avez tué tous les deux, la femme et l'amant, comme des latins. Le divorce existe quand même. Pas besoin d'en arriver là, ça me dépasse. Eh oui, dans le temps, on réglait ça par un duel, maintenant on préfère l'assassinat. Moi, j'aimerais mieux mourir que divorcer. Bien entendu, quand on aime son mari. Vous voyez, monsieur Mercadier, c'est une déclaration passionnée. Non, c'est à cause des gens. On ne te le fait pas dire. Ainsi passera ce bel été, et tandis que l'orage et les drames familiaux éclatent, c'est un autre orage qui menace. Nous sommes à l'été 1914. Vous savez que les nouvelles ne sont pas fameuses. Si vous avez des actions, un conseil, vendez maintenant. Je vais téléphoner à mon banquier, un de ces jours. Ah mais faites vite. C'est toujours en été qu'on déclare les guerres. Parfois drôle, souvent cynique, le film de Christian de Challonge rend à merveille la prose désabusée de Louis Aragon, qui écrivait « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Alors Claudie Schrich et Hippolyte Girardot, merci d'être avec nous. C'est ça le film, c'est d'abord un climat dans cette avant-guerre de 14. Oui, c'est un climat. C'est un climat. Oui, vas-y. Non, vas-y. C'est un climat, c'est un château, c'est une famille, c'est 3 générations, les adolescents, les adultes et les vieillards. Donc, vous incarnez les 2 premières générations. Oui. Comment est-ce que vous définissez respectivement l'un l'autre? Vous, Claude Rich, vous êtes quoi? Vous êtes un vieillard lucide sur son temps ou au contraire qui se raccroche à une époque... Oui, un vieillard qui se raccroche un peu à son temps, qui est un personnage qui a ce château auquel il tient par-dessus tout, et qui petit à petit sera obligé d'hypothéquer, de recevoir pendant les vacances des familles de Lyonnais qui occuperont la partie noble du château, qui d'ailleurs amènera Marianne Denicourt et son mari Philippe Torreton, qui créeront vraiment tous les problèmes de ce film. Et vous ne voulez pas voir le monde qui s'écroule, la guerre qui avance, votre époque qui se termine? Non, moi je vois mon château et la guerre est un peu abstraite certainement pour ce personnage, car il finit par dire une phrase terrible, je souhaite qu'ils aient la guerre. Et vous, Hippolyte Girardot, vous êtes de la même façon quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment à son temps? Non, c'est quelqu'un qui, je crois que c'est quelqu'un d'ombrageux, de compliqué, qui mène une vie qui ne lui plaît pas et dans laquelle il s'ennuie un peu. Et puis, le temps passe, ça pèse, ces orages sont là, et il n'arrive pas à s'intéresser ni à sa famille, ni à l'endroit où il vit, ni même aux problèmes un peu qui se trouvent dans cet endroit, quoi. Ça l'intéresse pas tellement. Et il tombe amoureux de cette femme, Marianne, qui vient d'arriver, une espèce de locataire. Et donc il tombe amoureux d'elle, et donc à partir du moment où il tombe amoureux d'elle, il décide que plus rien ne vaut la peine d'autre que cette histoire d'amour, et il brûle tout. Et c'est quelqu'un qui brûle tout, et c'est comme si c'était le premier brûlé de la guerre, puisque à la fin il décide de partir, abandonnant sa femme, son fils, sa fortune, enfin ou presque, et il abandonne tout, et c'est comme si c'était le premier sacrifié, quoi, celui qu'il fallait passer au feu tout de suite, et après les autres vont suivre tout doucement les uns après les autres dans cette grande boucherie qui a été la guerre de 14. Et c'est assez drôle, enfin c'est assez drôle, c'est assez beau comme personnage, parce que c'est un personnage qui est très éteint, qui d'un seul coup s'éclaire incroyablement, et puis finalement il est sacrifié, quoi, tout de suite. Alors on parlait du climat au début de l'entretien. Il y a une lumière qui est très très soignée dans ce film, et on a un été qui progresse comme ça. Vous l'avez senti en le tournant? Énormément, on était là tout le temps. On avait des feuilles de service le matin qui nous disaient s'il fait gris, on fera ça, s'il fait beau, on fera ça, s'il fait moyen, on fera ça, s'il fait rien, on fera quand même ça. Donc c'était un tournage où tout le monde était très disponible, on suivait la météo avec un œil très attentif. Et puis il y avait ce chef opérateur formidable, Patrick Blossier, qui se levait très très tôt le matin pour aller filmer des levées de soleil dans la campagne beaujolaise, quoi. Et vous laissez dormir en fait. Et oui, non mais c'était formidable, le type qui est vraiment à 5 h du matin en train d'attendre que le soleil se lève avec la petite lumière, la petite brume, ça donne quelque chose au film de formidable, quoi. Puis il y a un soin de la part de Christian de Challonge dans la mise en scène, que tout soit là, que aussi bien les costumes, la façon dont les gens jouent effectivement, mais aussi même dans la façon dont la lumière va amener un acteur à dire quelque chose. C'est quelque chose qui intéresse énormément Christian de Challonge dans sa mise en scène. C'est une mise en scène très fluide, très ouverte, il y a plein de choses qui se passent avec des profondeurs différentes, et ça jouer là-dedans, enfin dans cette atmosphère, c'est quelque chose de très agréable. Jusqu'à ce que le temps se gâte, l'orage arrive, la guerre arrive, comme ça. C'est ça. Ouais. Ah oui. On s'est trouvé pendant tout ce film, on s'est trouvé dans une atmosphère tout à fait de l'époque, quoi. Je veux dire, presque au 19e siècle. Tout était le décor, les costumes étaient magnifiques. Et quand par hasard nous restions pendant 5-6 heures à attendre le moment de tourner, on traînait dans ce château et on
n'était plus au XXe siècle, quoi. On était au début du... Évidemment, parce que lui, c'est la génération, enfin, comme vous disiez tout à l'heure, nous, on était au XXe siècle, et Robinson Stévenin, lui, alors qu'il c'était carrément le XXIe. C'est pour ça qu'il faut... Bon, et donc il faut aller le voir mercredi à Paris. À Paris, oui. Et ailleurs aussi. Merci en tout cas d'avoir été là. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo de Jean-Louis Pello. On en parlait. Météo, justement, il va continuer à faire beau avec des risques d'orage et de grêle sur le midi toulousain. Le dernier journal, ce sera Christophe Tortora tout à l'heure. Demain à 13h, Laurence Piquet. Quant à moi, je vous retrouverai à 20h. Excellente soirée sur France 2.